Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Société. Fake news ou réalité, une question que nombreux d'entre vous se posent. À la médiathèque du canal de Montigny, le Bretonneux est organisé une série de conférences ateliers sur le thème des fake news, de la défiance médiatique ou encore des réseaux sociaux. Comment lutter contre les fake news, c'est le sujet du jour. Avec nous en plateau pour en parler ce soir, Séverine Poncet-Olivier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de mission éducation aux médias et à l'information, coordonnatrice académique du CLIMI. À côté de vous, Vincent Couronne, fondateur des Surligneurs, premier site de legal checking lancé en janvier 2017 par des juristes universitaires. Face à vous, Pierre-Hippolyte Senlis, fondateur et vice-président de Fake Off, première association de journalistes à s'engager contre la désinformation de masse. Et enfin, Christophe Hassan, vous êtes l'auteur du livre Réseaux sociaux, tous égaux, libres ou otages du regard des autres. Bonsoir. Bonsoir. Rumeurs, théories du complot, fausses informations, manipulation médiatique, on l'entend depuis plusieurs mois, notamment depuis l'élection de Donald Trump ou encore suite aux attentats de Charlie Hebdo. C'est pour ça que vous avez décidé de créer Fake Off, Pierre-Hippolyte Senlis. Oui, alors on est une équipe, on est une trentaine de journalistes à avoir créé Fake Off. On était une équipe d'une dizaine et au fait on est parti, c'était suite à Charlie Hebdo, on a eu un constat assez difficile suite aux attentats qui ont été remis en question rapidement et on s'est rendu compte et on en est de plus en plus convaincu qu'il fallait renouer le débat avec les citoyens sur le métier du journaliste et aussi que ça passait par l'éducation. Fake news, qui signifie fausse information en français, ce terme a débarqué dans notre langage courant. Que signifie fake news? Nous avons posé la question aux Yvelinois. Pour moi, fake news, comme son nom l'indique, ça vient de l'anglais. Fake, c'est faux. News, c'est information. Donc, fausse information. À chaque fois que je ne sais pas quelque chose, je demande à plusieurs personnes différentes pour avoir plus d'avis différents. Et c'est ça qui se répète le plus, c'est le vrai. C'est à chacun en fait de faire la part des choses et puis de vérifier prime abord les informations, si elles sont justifiées ou pas. Il faut aller chercher des infos partout pour recouper le vrai du faux et se méfier de toutes les infos. Ça remet en cause beaucoup de choses. Qui réinterroge à chaque fois sur la véracité de ce qui est dit, de ce qui n'est pas dit. Je ne pense pas que c'est une importance au final, si ce n'est le fait de faire parler, de faire débattre. Une fake news, c'est une info qui du coup ressemble à une vraie. Ça peut être un canular et des fois ça peut être une information fausse dans l'intention de faire passer des idées ou des messages. Une réaction, Christophe Hassan? Oui, je crois que c'est important de faire la part des choses entre le canular et puis l'intention de manipuler l'opinion publique ou une partie des utilisateurs, par exemple, des réseaux sociaux. Je crois qu'il faut faire la part des choses et une fake news, ça peut être aussi une remise en question un peu des fondements de notre société qui est quand même basée sur le savoir, sur la science, sur le rationalisme. Et donc si on raisonne purement et simplement avec les émotions, si on est influencé dans l'opinion qu'on peut avoir à partir des émotions, il peut y avoir un risque pour les fondements de notre société. Et des fake news que l'on retrouve parfois dans le discours de certains politiques avec les surligneurs. Vous vérifiez la conformité aux droits des propos tenus par les personnalités publiques. Comment ça se passe? Comment vous surlignez justement les bons propos? Eh bien, on est un collectif de juristes qui comprend à la fois des enseignants-chercheurs, mais aussi des avocats, et aussi des étudiants en droit d'ailleurs. C'est aussi une technique pédagogique, un peu pour essayer de s'éduquer au discours politique pour un étudiant. Et nous avons en fait tout un tas de personnes qui vérifient sur les réseaux sociaux, sur les différents médias, la télévision, la radio, etc., les discours des différentes personnalités politiques. Et quand ils relèvent quelque chose qui leur paraît juridiquement faux ou problématique, une promesse, par exemple impossible à tenir, ou qui pourrait être difficilement tenable, eh bien, on publie sur notre site internet, lessurligneurs.eu, une sorte de démenti, en fait, en quelque sorte, mais qui a la particularité, et ce qui n'est pas évident pour un juriste, d'être simple, clair, et donc facile à comprendre pour un non-juriste. Et donc, remettre les chercheurs au cœur du débat en lien avec les journalistes, c'est ce qu'il faut. Madame Poncet? Oui, les chercheurs, évidemment, c'est notre terreau, nous, pour former les enseignants ensuite à expliquer aux élèves
Pourquoi on ne doit pas tomber justement, ce qu'on disait, dans le piège de l'émotion, de ce qui va pouvoir satisfaire un besoin immédiat, d'avoir une information, de la partager sans prendre le temps, du recul nécessaire, de la réflexion et de l'esprit critique auquel l'école doit former tous les élèves. Est-ce qu'il est possible, Monsieur Couronne, de définir juridiquement les fake news ? Fake news, non. En revanche, les fausses informations, oui. La loi de 1881 déjà interdit la diffusion de fausses informations lorsqu'elles peuvent troubler la paix publique. Donc c'est quelque chose qui existe dans notre droit, la question des fausses informations. En revanche, il y a une sorte de flottement sur savoir vraiment ce que ça recouvre. Est-ce que, par exemple, ça recouvre le canular ? Eh bien, récemment, le Conseil constitutionnel est venu préciser que, typiquement, ça ne recouvre pas la question de la caricature, du canular, justement, et de tout ce qui peut être fait. L'humour aussi, également, n'est pas compris dans la définition de fausse information. En revanche, la fausse information, en droit, et d'après notre Constitution, la décision du Conseil constitutionnel, serait une information qui serait fausse volontairement. Donc voilà, c'est ce que le droit nous dit aujourd'hui de ce que c'est qu'une fausse information, mais en réalité, je pense que les journalistes et la sociologie, etc., peuvent définir plus largement ce que c'est. Et donc la sanction, c'est une amende de 45 000 euros qui peut s'élever jusqu'à 135 000 euros. Est-ce que vous pensez que c'est assez, Pierre-Hippolyte Senlis ? Sur la nouvelle loi sur les fake news ou sur la loi sur la haine sur Internet, nous on pense que la loi elle a été peut-être mal faite, mais qu'elle n'est pas allée assez loin, qu'il y a plein de zones qui n'ont pas été explorées, que les diffuseurs ne sont pas on parle pas du tout des diffuseurs, des algorithmes de YouTube, etc. Donc sur les peines pécuniaires, je ne saurais pas dire, mais en revanche la loi elle n'est pas allée du tout assez loin, et en revanche elle a créé des ouvertures un peu liberticides sans fermer la porte à certains endroits ou sans demander des comptes, notamment aux grands diffuseurs, aux GAFA, etc. Donc il y a quand même un sacré boulot à faire, que ce soit sur la loi sur les fake news ou sur la loi sur la haine sur Internet. Il y a cette défiance médiatique, rappelez-vous, avec Tchernobyl, l'incendie Lubrizol et de Rouen, des photos avaient circulé avec cette information. L'eau ne serait pas potable, mais le CHU de Rouen a démenti. À présent, un autre exemple de fake news, mais qui a circulé cette fois-ci dans les Yvelines. Cette photo, le 31 octobre, jour d'Halloween, une vidéo a été postée par 3 mineurs sur Snapchat montrant ce chat ensanglanté. La séquence est partagée sur les réseaux sociaux et cette capture d'écran est partagée sur le compte Facebook de la ville de Mantes-la-Jolie. Elle explique que le chat a été torturé à mort, qu'un pétard allumé a été introduit dans la bouche de l'animal et réclame des sanctions pénales contre les 3 mineurs. L'affaire est même arrivée aux oreilles d'une association locale de protection des animaux qui s'est déplacée au commissariat. Au final, le chat a été renversé. C'est donc une fake news. La publication a été supprimée. Christophe Hassan, vous êtes l'auteur du livre « Réseaux sociaux, tous égaux, libres ou otages du regard des autres ». Les réseaux sociaux amplifient la propagation des fake news ? Oui, c'est indubitable. C'est-à-dire que quand on utilise les réseaux sociaux, c'est à des fins de valoriser l'estime de soi dans le regard des autres. Et donc on cherche de la reconnaissance sociale, et on cherche de la reconnaissance sociale en gagnant en popularité. Et donc ce qu'on voit apparaître maintenant, même sur les réseaux sociaux, c'est pour certains le fait de créer de toutes pièces des fake news, certes à des fins de popularité, mais parfois même pour véhiculer de vraies publicités. Donc ça devient même un business pour certaines personnes qui instrumentalisent la fake news parce qu'elles savent que ça va attirer de l'audience et vendent leurs services à des entreprises qui, à travers le vecteur de la fake news, vont faire de la publicité qui, elle, est bien réelle. Donc oui, le réseau social est une caisse de résonance qui amplifie et qui joue sur ce désir d'être reconnu dans un groupe, et donc on va relayer passivement ou activement des informations sans vérifier, uniquement parce qu'on a un besoin de reconnaissance sociale. Donc c'est à la fois la force et la fragilité aujourd'hui des circuits d'information, c'est qu'on a tendance à pas vérifier, à pas contrôler, on raisonne de manière émotionnelle, presque sentimentale,
alors qu'on devrait prendre le temps du recul. Mais comme vous le savez, les flux d'informations continus aujourd'hui créent une infobésité qui fait que chacun ne prend pas le temps du filtre. Je crois qu'il faudrait, de ce point de vue-là, qu'il y ait un peu plus de prise de recul et de prendre le temps de recouper les informations entre les informations qui proviennent des médias réels qui filtrent l'information et les informations qui proviennent des réseaux sociaux et qui sont transmises sans contrôle. Donc il faudrait retrouver ces habitudes avant de relayer quoi que ce soit, de se dire, bon, ben, est-ce que je participe à un canular, une instrumentalisation, une manipulation de l'information? Est-ce que je porte un préjudice quelque part? Ou bien est-ce que l'information qui circule va éclairer les décisions, éclairer la société de manière transparente et bienveillante? Et donc ce travail, il faut vraiment le faire. On ne le fait pas parce qu'on a besoin de gagner en reconnaissance, en popularité. Donc voilà, c'est un peu le revers de la médaille aujourd'hui des réseaux sociaux. L'importance de vérifier ses sources, vous l'avez rappelé, Pierre-Hippolyte Senlis, lors de la première conférence organisée à la médiathèque du Canal. Vous avez rappelé donc cette importance de vérifier ses sources, notamment par le biais d'outils. Pourtant, la plupart des personnes ne connaissaient pas. Écoutez la réaction de Raymond, participant. Ce qui m'a vraiment intéressé et que je ne connaissais pas, c'est la recherche inverse sur Google d'une information. On a une photo, on clique sur Google en inverse et il nous dit cette photo a le date de telle époque. Il faut une plus grande diffusion de ces outils. Oui, évidemment, il existe de plus en plus d'outils pour vérifier les informations facilement. De plus en plus de journalistes, de médias, de collectifs créent des outils qui mettent à disposition du grand public. Donc nous, on relaie tous ces outils auprès des enseignants et on entraîne en fait les enseignants et les élèves à s'en servir. Après, évidemment, c'est assez contraignant d'utiliser ces outils, mais le fait de savoir que ça existe et qu'on a le pouvoir, qu'on a le moyen de vérifier, qu'on a le moyen de ne plus être passif, mais d'être actif dans cette vérification d'informations, qu'on n'est plus une cible ni publicitaire ni de fausses informations, c'est déjà un pas qui est fait, en tout cas pour les jeunes, de savoir qu'ils peuvent prendre la main et voilà, ne plus subir ce flot de fausses et multiples informations. Et sachez que certains sites offrent de manière gratuite ce service de vérification. C'est le cas de hoaxbuster.com. Le site s'affiche en bas de votre écran. Des représentants de la presse française, journalistes et citoyens ont fondé à Paris début décembre le Conseil de déontologie journalistique et de médiation. Est-il nécessaire d'agir sur cette question des fausses informations? Nous avons posé la question à Marie Lebec, députée de la 4e circonscription des Yvelines. Écoutez. Il y a eu des mesures législatives qui ont été prises au début du quinquennat, mais je crois qu'au-delà de ce qu'on peut faire en matière législative, il y a un vrai travail. Et moi, je voudrais notamment saluer, moi j'en ai un certain nombre dans ma circonscription, les écoles, les collèges, les lycées, qui s'engagent justement pour apprendre aux élèves à repérer des fake news. Vous êtes coordonnatrice du CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Derrière toutes ces histoires de fake news, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'éducation et de bon sens ? Évidemment, ce que je disais tout à l'heure, la base de tout, c'est l'éducation à l'esprit critique et qui entend prendre le temps d'analyser, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de faire un pas en arrière ou en hauteur, tout dépend comment on se place. La question de l'éducation aux médias est présente depuis très longtemps à l'école, mais a trouvé un écho particulier après 2015, et avec la loi pour les valeurs de la République, enfin le parcours citoyen, qui en fait permet aux élèves d'avoir une entrée dans l'éducation aux médias de la maternelle jusqu'au lycée. Donc à tous les stades de son éducation, l'élève va être confronté à cette question d'éducation aux médias qui va de la connaissance des médias, savoir ce qu'est un média et ce qui n'en est pas un, faire la différence entre un journal et un youtubeur, entre un influenceur et un vrai journaliste. Donc tout ça, c'est effectivement des choses qu'on leur apprend. Et puis ensuite, on travaille beaucoup sur la production de médias, c'est-à-dire créer soi-même son information, aller la rechercher, vérifier ses sources,
choisir un point de vue. Voilà, ça permet de le confronter en fait à ce qu'est l'information et toutes les impasses dans lesquelles on peut tomber. Et voilà, donc production de médias et puis bien sûr maintenant tout ce qui concerne la citoyenneté numérique. C'est-à-dire quels sont mes droits et mes devoirs en matière de publication, en particulier sur les réseaux sociaux et les sites internet. Les jeunes sont les plus touchés. 83% des moins de 35 ans s'informent principalement sur Internet, contre 62% pour l'ensemble des Français. Une omniprésence qui rend les jeunes plus vulnérables aux fausses informations. Que faut-il faire ? Vincent Couronne. Je vais aller dans le sens un peu de ce qui a été dit jusque-là, c'est-à-dire que l'éducation, et je vais même aller un peu plus loin, je pense que la loi qui a été votée en 2018 est totalement inutile. Elle ne servirait que dans quelques cas rares où la fausse information, elle est fausse aux yeux de tout le monde, et tout le monde a compris qu'elle était fausse. Dans ce cas-là, à quoi ça sert de la retirer si on a tous compris qu'elle était fausse ? D'autre part, je trouve que ce qui, pas très optimiste ce que je vais dire, mais faire du fact-checking, et ce que nous faisons nous aux surligneurs sur le droit, n'a pas une utilité telle que ça permettrait de renverser en fait les fausses informations qui sont beaucoup plus vues et beaucoup plus lues que les correctifs que nous publions, ou que même les décodeurs du Monde publient, ou que même le France Info, etc. fait. Il faut se rendre compte quand même que c'est une goutte d'eau dans un océan de fausses informations, notre travail. Et par conséquent, je ne vois pas d'autre moyen que l'éducation en fait, pour essayer de réduire en fait, la diffusion des fausses informations. Il y a un autre élément, si on veut vraiment passer par la loi, à mon sens, faire des lois qui sont liberticides et qui donnent, comme la loi sur le projet de loi, la proposition de loi plutôt, pardon, sur la cyber-haine, qui propose de forcer les plateformes elles-mêmes à contrôler le contenu de ce qui est posté sur leur site pour retirer les propos haineux, etc. Ce qui, à mon avis, est une grave atteinte à notre vie privée et à nos libertés. Au lieu de faire ce genre de choses, en fait, ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est casser le modèle économique de ces plateformes-là. Parce que, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, le vrai problème de la diffusion des fausses informations, c'est que ça rapporte. Facebook fait semblant, j'exagère un peu, il participe à la lutte contre les fausses informations, mais en réalité, ça c'est pour montrer patte blanche en quelque sorte publiquement, mais ils n'ont aucun intérêt à ce que ce modèle de l'économie du clic et de la fausse information s'effondre, parce que c'est sur ça qu'ils gagnent essentiellement de l'argent, Facebook et d'autres. Une réaction ? Je suis globalement d'accord, mais on essaie de leur parler aussi, notamment aux jeunes, de responsabilité, c'est-à-dire on est responsable aussi de là où on clique, on est responsable de ce qu'on partage, parce que c'est vrai que pourquoi on ment sur Internet, il y a des histoires d'idéologie, mais c'est beaucoup le modèle économique, on a des gens qui font des carrières ou des fortunes uniquement là-dessus, on a des chaînes ultra populaires chez les jeunes enfants comme La Main Fâchée, ou qui ont des contenus essentiellement faux, et qui créent des mannes économiques assez énormes. Et tant qu'on n'attaque pas ça, tant qu'on n'attaque pas YouTube qui continue de proposer des contenus qui ont été signalés, on n'avance pas. Et ça, c'est difficile à faire, mais il faut une volonté politique aussi pour pouvoir le faire. Il existe également des sites de fake news comme Le Gorafi ou The Onion aux États-Unis. Faut-il les retirer ? Monsieur Hassan. Alors, je ne connais pas vraiment ces sites web. Ce que j'aurais tendance à dire d'une manière plus générale, c'est qu'on est confronté à un problème effectivement de société à travers les fake news, mais qui dépasse probablement toutes les mesures qu'on pourrait imaginer d'ordre déontologique, éducative ou même juridique. Pourquoi ? Parce que c'est un problème qui est mondialisé. C'est-à-dire que Internet, les réseaux sociaux, c'est sans frontières. Et donc, il faut imaginer que la réponse, ça viendra à partir des usages. Il faut corriger les usages collectifs à l'échelle mondiale. Et ça, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a quand même, effectivement, des enjeux économiques, on vient de le signaler, mais il y a aussi des enjeux géopolitiques. On voit dans certaines élections politiques l'ingérence de pays pour fausser le déroulement des élections à partir de leur propre pays. Et donc, étudier les dérives d'Internet, c'est quelque part étudier les limites de souveraineté nationale dans l'établissement de règles. Donc on est dans un problème qui est mondial, aussi difficile à régler que le problème climatologique ou d'autres problèmes qui ont une ampleur mondiale. Voilà ce que je peux dire. Oui, je suis assez d'accord et du coup le changement de comportement via l'éducation peut permettre localement déjà de mettre à l'abri entre guillemets certaines
population, et puis petit à petit, espérons de pouvoir faire changer les pratiques elles-mêmes sur Internet. Mais pour répondre à votre première question, je ne pense pas qu'il faille interdire le Gorafi ou The Onion, parce que ça, ce sont des sites qui font du canular. Et le canular, ce n'est pas de la fausse information. Mais là où l'éducation est importante, c'est apprendre aussi aux gens à faire différence entre ce qui relève du canular et ce qui relève de l'information. Justement, faut-il proposer une formation un peu plus spécifique contre tout ça, canular, fake news ? Alors, plus spécifique, c'est compliqué parce que les élèves ont quand même beaucoup de choses à apprendre. L'éducation aux médias et l'information, c'est vraiment un enseignement transversal. C'est-à-dire qu'on peut l'aborder dans des tas de disciplines. En français, en maths, notamment pour tout ce qui est la lecture de statistiques, l'interprétation des chiffres. En sciences, physique, chimie, pour tout ce qui est vérification des faits scientifiques. Donc, c'est un enseignement transversal. Il faut juste que effectivement, les enseignants s'emparent tous de cette question et pas seulement l'enseignant d'éducation morale et civique. Voilà. Et ça, c'est notre travail de proposer à tous les enseignants d'intégrer ces notions d'éducation média à l'information, de vérification d'information, de travail de l'esprit critique à travers chacun des objets d'enseignement qu'ils proposent à leurs élèves. Avant de clôturer cette émission, on va faire un petit tour de table pour rappeler quels sont les bons gestes pour ne pas tomber dans les fake news. On commence par vous. Déjà, on peut assez facilement aller chercher des informations. Souvent, on se rend compte que les gens ne font même pas l'effort d'aller faire une petite recherche sur Google. On peut, en regardant un article, voir si on cite des sources, s'il est signé, si la personne est anonyme, ne serait-ce que des choses. Si j'étais masqué devant vous, le niveau de confiance que vous m'accorderiez serait moindre. C'est un peu ça l'anonymat sur Internet, ou les gens qui ne signent pas. Donc il y a des réflexes assez faciles. Déjà, assez facilement, on peut quand même se rendre compte de la véracité, ou en tout cas du sérieux d'une personne ou d'une source. Et après, il y a des outils pour vérifier qui sont assez simples, vérifier des photos, vérifier des sites. Donc ça se fait quand même. Je crois que ce qui est important, c'est par moment de se déconnecter des écrans. Quand on utilise un écran, on utilise à peu près 15% de ses facultés cognitives. Donc on est relativement passif et vulnérable. Je crois que si on se déconnecte, on va redécouvrir le monde et peut-être renforcer sa culture générale, qui est peut-être le premier élément pour cultiver l'esprit critique dont on a tellement besoin aujourd'hui. Je crois que c'est le conseil qu'il faut donner aux jeunes générations. Certes, les nouveaux outils sont très précieux, mais il ne faut pas en être dépendant au point de perdre tout esprit critique. Et donc, aller chercher aussi la culture générale en dehors des écrans, ça permet de relativiser et ensuite de traiter l'information plus sereinement. Oui, mais j'irais dans le même sens, évidemment, dans la question de prendre du temps avant de partager, avant de diffuser une information. Voilà, faire le minimum de vérification. Généralement, quand une information provoque une émotion assez forte, se poser et prendre le temps d'y réfléchir. Et je dirais peut-être, pour ajouter, lire lessurligneurs.eu. Voilà. Et moi, je rajouterais une petite chose, c'est questionner ses propres opinions. Pourquoi je crois à ça ? Pourquoi je partage ça ? Et ne serait-ce que ça, c'est quand j'entendais parler de cognitif, parce que c'est vraiment important. Et à partir du moment où on questionne ses propres a priori ou ses propres opinions, on prend du recul et on prend du temps aussi. Donc je pense que c'est important aussi. Le rôle du citoyen. Une conférence débat journalistes et réseaux sociaux se tiendra demain, jeudi 16 janvier, de 19h à 20h30 à la médiathèque du Canal de Saint-Quentin-en-Yvelines. Cette soirée est gratuite, sur inscription via le site qui s'affiche. D'autres rendez-vous sont prévus. C'est la fin de ce 7-8 Société. Merci d'avoir suivi cette émission sur les fake news. Soyez vigilants. Belle soirée sur TV78.